toutes et bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle visioconférence en ce début décembre. Alors que le froid commence à s'installer dans nos différentes régions, mais aussi l'ambiance, la magie de Noël, des fêtes de fin d'année, Plinka vous propose d'ores et déjà de penser au printemps, à l'automne également 2023, grâce à notre programmation des échappées culturelles. Nous allons découvrir ensemble ce matin nos escapades et partir à la rencontre de nouveaux horizons plus ou moins lointains, toujours en compagnie de nos accompagnateurs et conférenciers plein cap. Que vous souhaitiez découvrir la civilisation nabatéenne des Grâces, ces magnifiques tombeaux au cœur de l'Arabie Saoudite, ou que vous rêviez d'embarquer à bord de trains panoramiques en Suisse ou à bord de l'incontournable Costa Verde Express à la découverte du Pays basque espagnol, mais aussi de la Cantabrie, des Asturies, de la Galice. Nos programmes culturels répondront à toute votre soif de découverte. Pour les amoureux de nos belles capitales européennes, Plein Cap a concocté dans la douceur printanière une échappée vers Madrid et Tolède, deux villes au patrimoine culturel et architecture assez incroyable. Sans plus tarder et dans l'ordre chronologique, nous allons donc parler un petit peu de ces différentes échappées culturelles, à commencer par le printemps 2023. Au printemps 2023 et plus particulièrement au mois de mai, du 6 au 11 mai, Plinka vous propose la découverte de l'île de Chypre. On connaît souvent cette île de Chypre, on connaît l'une ou l'autre des villes, mais c'est vrai qu'il y a un patrimoine fort intéressant à découvrir sur l'île d'Aphrodite, comme on la surnomme. Située donc à l'extrémité du bassin méditerranéen, Chypre est la troisième plus grande île de la région, avec une superficie d'un peu plus de 9000 km². Chypre se visite toute l'année puisque c'est une île qui jouit d'environ 340 jours d'ensoleillement. Au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, Chypre a connu une histoire mouvementée. Les Mycéniens y ont apporté leur civilisation en installant les premières racines grecques il y a plus de 3000 ans. Bien d'autres peuples sont passés par Chypre, les Phéniciens, les Assyriens, les Égyptiens, les Perses, les Romains, les Arabes, les Croisiers, les Vénitiens, les Ottomans et enfin les Britanniques. L'histoire multimillénaire et la riche culture de cette petite île de Chypre remonte à 11 000 ans avant notre ère, puisqu'elle fut le berceau des plus anciennes civilisations méditerranéennes, comme en témoignent les nombreux sites culturels que l'on trouve sur cette île, musées, monuments, galeries, un patrimoine vraiment fascinant. Des habitats préhistoriques, des sanctuaires antiques, des théâtres, des villas romaines également, des basiliques paléochrétiennes, des églises, monastères byzantins, châteaux des croisés. Je dirais tout est là. Chypre est un véritable musée à ciel ouvert. Au cours de ce petit circuit, vous découvrirez également les rythmes d'antan, les us et coutumes préservés, l'amour des traditions chypriotes au sein de ces différents petits villages. Sur cette île, un bon nombre de monuments sont classés d'ailleurs patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre circuit vous est proposé du 6 au 11 mai, donc 6 jours d'immersion sur l'île chypriote. Et nous allons partir au départ de Paris sur un vol Paris-Larnaca. Le début de notre séjour sera consacré donc à cette ville de Larnaca, l'une des plus vieilles villes de l'île, habitée depuis le XIVe siècle avant Jésus-Christ. Elle fut conquise par de nombreux peuples au cours des âges. Ici, les églises et les mosquées cohabitent. La ville nouvelle attire également des voyageurs, aussi bien que la vieille ville, puisqu'on va trouver dans cette partie nouvelle des musées fort intéressants. Et dans le centre historique de Larnaca, comme vous pouvez le voir ici, deux magnifiques vestiges du passé s'offrent à vous, comme le fort de Larnaca, qui contient un musée retraçant l'histoire du château fortifié byzantin, ancienne prison et lieu également d'exécution. Juste à côté de celui-ci se trouve l'église Saint-Lazare, datant du IXe siècle et qui contenait le tombeau attribué à Lazare, le fameux personnage biblique. Vous apercevez l'intérieur également de cette église Saint-Lazare avec de magnifiques icônes à l'intérieur. Nous allons poursuivre notre découverte de cette île de Chypre en consacrant donc également notre visite à la ville de Famagusta dans le district donc de Kérinia,
Famagouste, c'est une ville côtière qui est entourée donc de remparts et nous y allons pour découvrir l'abbaye de Bela-Païs. Un site historique également très intéressant, la tour d'Othello qui évoque le mystère des légendes de la période vénitienne, la cathédrale Saint-Nicolas qui témoigne de l'héritage de l'époque des Lézunians, et nous allons visiter donc la cité de Salamine, le berceau de l'hellénisme fondé par le grec Teucros. Nous visiterons également des vestiges de la période romaine, le théâtre, le gymnase, les bains décorés de mosaïques, la nécropole royale, également le monastère, les vestiges du monastère de Saint-Barnabé, qui est le fondateur de l'église chypriote, de l'église autocéphale chypriote. Après cette visite de Famagouste, nous allons continuer notre découverte du district de Kyrenia et nous allons donc explorer la région donc de Bela-Païs, qui va évoquer la période franque sur l'île de Chypre du XIIe siècle, et nous allons ensuite nous intéresser à Nicosie, la capitale médiévale chypriote. Nous allons partir à la découverte de cette capitale qui a été fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ sur un site plus ancien. C'est une ville qui a pris son essor au début du Moyen Âge. Là encore, nous allons trouver des vestiges des croisés. Nous allons à Nicosie visiter le musée archéologique qui est constitué à partir des plus grandes découvertes qui ont été faites sur l'île et qui expose des objets de la période de la protohistoire jusqu'au début du christianisme, ce qui vous donne un beau panorama de l'histoire chypriote. Nous allons donc poursuivre notre visite et nous allons passer ensemble l'endroit que l'on appelle le checkpoint pour traverser à pied la frontière entre la partie nord de Nicosie pour continuer nos visites, puisque c'est vrai que souvent on connaît la partie sud de l'île de Chypre, la partie grecque, mais on a eu très peu l'occasion d'aller vers le nord de Chypre. Ici, donc, nous allons poursuivre notre découverte de Nicosie en visitant la partie nord de Nicosie, avec également une architecture intéressante, témoignage de la période ottomane. Nous découvrirons entre autres la cathédrale Sainte-Sophie. Et nous poursuivrons ensuite notre circuit avec une journée à la découverte de Chypre, un petit peu plus de l'intérieur de la montagne, en particulier du massif de Troodos et de ses églises byzantines. Il faut savoir que ce massif du Troodos abrite l'une des plus fortes concentrations d'églises et de monastères de tout l'ancien empire byzantin. À peu près 10 monuments ont été choisis et figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis les petites églises rurales byzantines jusqu'à des églises beaucoup plus importantes. Toutes ces églises offrent une richesse assez intéressante au niveau des peintures murales, comme vous pouvez l'apercevoir ici même sur l'église qui vous est présentée. Donc vous allez avoir un bon nombre d'icônes, de peintures murales qui présentent un panorama de l'histoire byzantine ici sur l'île de Chypre. Ce sera l'occasion aussi, lorsque l'on parcourra en autocar le massif du Troodos, de s'arrêter dans le monastère de Stavros, le monastère de la Sainte Croix, qui contient également des icônes très intéressantes, des sculptures sur bois, de s'arrêter aussi dans des villages traditionnels tels que le village d'Omodos, connu pour sa longue tradition dans la vinification. On pourra visiter notamment un pressoir à l'intérieur de ce village et bien sûr déguster quelques vins locaux et quelques vins liquoreux tels que le vin de la Commanderia dont vous avez certainement déjà entendu parler. Nous allons ensuite redescendre plus vers le sud de l'île et consacrer notre dernier jour de ce circuit à la visite de Paphos. Paphos, c'est un autre site très intéressant et nous allons aussi nous intéresser au rocher d'Aphrodite, donc au bord de mer, pour contempler ce lieu dit de la naissance de la déesse qui est apparu de l'écume des vagues dans une belle crique de la mer de ce district de Paphos. Ce site est également inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, des monuments ont été réellement taillés dans la roche et font partie vraiment des très grands monuments de l'Antiquité que l'on peut trouver à Paphos. Le site est aussi très connu pour ses superbes mosaïques. On va retrouver des vestiges de 3 maisons principales
présentant donc la maison de Thésée, la maison de Dionysos, entre autres, montrant des scènes de la mythologie grecque. Et ce sera ensuite déjà la fin de notre circuit, donc le terme de ce voyage de 6 jours, et nous rentrerons ensuite vers Paris. Deuxième échappée culturelle, deuxième escapade du printemps, c'est une petite échappée de 5 jours au départ de Paris vers l'Espagne, le cœur de l'Espagne, à la découverte de sa capitale, la ville de Madrid, mais pas uniquement Madrid. Nous irons également rejoindre la magnifique Tolède et le monastère de l'Escorial. Un circuit donc de 5 jours, un circuit en étoile. Notre hôtel sera basé au centre de Madrid, au cœur même de la ville. Nous découvrirons donc cette ville élégante et exceptionnellement riche sur le plan artistique. Madrid constitue l'une des villes européennes les plus prisées à l'heure actuelle. Son statut de capitale du Royaume d'Espagne l'a dotée de remarquables musées, au sein desquels les grands noms de la peinture de toutes les époques peuvent se rencontrer. On va découvrir également une architecture fort intéressante au cœur de la ville de Madrid, une architecture très raffinée, de superbes palais, de très belles façades qui sont le témoignage d'une vie aristocratique très importante. Madrid aujourd'hui semble avoir trouvé sa mesure entre un dynamisme retrouvé, également le charme provincial aux abords de Paseos très verdoyants, une identité culturelle assez marquée et toujours bien un caractère assez festif. Nous rejoignons donc la ville de Madrid et notre première journée sera consacrée à la visite panoramique de la capitale de cette ville de Madrid, en passant par ses principaux monuments, en passant par ses arènes, les 4 tours, la Plaza de Colón, la fontaine de Cibé, l'emblème de Madrid, la Gran Via, Plaza d'España, également le temple égyptien de Débode. Nous visiterons également au cours de notre séjour à Madrid et en particulier le deuxième jour, le parc du Retiro, dont vous avez une photo ici à gauche de votre écran. Ce parc du Retiro est un parc assez exceptionnel au cœur de la capitale espagnole. Ce sont de magnifiques jardins, certainement le plus célèbre jardin de la ville. Il a été conçu ici comme espace de loisirs à l'époque pour la royauté. Cet ensemble, ce jardin est composé d'un lac agrémenté d'espaces verts, de fontaines, de sculptures. Il a été inauguré en 1631, classé également patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à l'intérieur de ce parc se trouvent 2 très beaux palais, le palais Velázquez et le palais Cristal, qui sont des palais maintenant abritant des expositions temporaires. Ce parc du Buen Retiro est vraiment un poumon de verdure au cœur de la capitale espagnole. Bien sûr, nous ne manquerons pas de visiter quelques musées lors de notre séjour à Madrid et en particulier le musée du Prado, incontournable bien évidemment puisqu'il possède la collection de peintures espagnoles la plus complète au monde. Alors c'est vrai qu'il est difficile de faire un choix pour visiter le Prado, telles les œuvres sont innombrables. Ici, eh bien, nous découvrirons quelques collections de peintres espagnols, bien entendu. Nous verrons donc les Ménines, El Tres de Mayo de Velázquez, les Majas de Goya, également quelques œuvres célèbres de Zurbarán, Murillo, Ribera, mais aussi quelques peintures flamandes, telles que les peintres Bosch, Memling sont exposées ici, mais aussi quelques œuvres de peinture italienne, comme la collection la plus complète des œuvres du Titien. Une immersion donc au cœur de la peinture espagnole, mais aussi européenne, au cœur de ce musée du Prado. Nous allons continuer notre découverte. Voici ici quelques photos donc de cette capitale madrilène, la Plaza de Mayor, le parc de Retiro. Et ensuite, nous allons partir donc vers la superbe cité de Tolède. Depuis Madrid, donc, nous allons rejoindre en autocar la ville de Tolède, qui se trouve pas très loin d'ici. Elle est seulement à 70 km de Madrid. On la surnomme la ville aux 3 cultures, ville chrétienne, ville musulmane, ville juive. Ici cohabitent les 3 cultures. On y trouve aussi bien une cathédrale, la cathédrale Sainte-Marie, cathédrale de style gothique, l'église Santo Tomé
avec un clocher de style mudéjar, hérité donc de l'art islamique, mais également la synagogue Santa Maria la Blanca. Donc ici vont cohabiter ces trois types d'architecture pour donner un ensemble qui est très harmonieux et qui présente les trois civilisations. C'est vraiment un carrefour artistique situé au bord du fleuve Tage, une ville qui est aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on y consacrera la journée entière donc au cœur de cette ville, et nous visiterons donc ses principaux monuments. Avant de continuer notre découverte de la région et de partir vers le monastère de l'Escorial. San Lorenzo de l'Escorial, donc le monastère Saint-Laurent, se situe à environ 50 km de Madrid, situé en pleine Sierra de Guadarrama. C'est le symbole au niveau de l'architecture du siècle d'or espagnol. Ce monastère donc, a été construit par Juan de Herrera, qui est à l'origine de ce style architectural. Il est classé au patrimoine de l'humanité depuis 1984. Et ici, Philippe II a établi son panthéon familial dans cette résidence royale. Sa construction a débuté en 1563 et a été confiée à Juan de Toledo. C'est un édifice donc assez massif qui a été construit avec une pierre granitique, d'origine granitique, qui se dispose en 3 zones verticales, dont la partie centrale est organisée autour du Patio de los Reyes. Et aux angles de ce patio se dressent 4 tours. La construction présente des dimensions assez pharaoniques, comme le démontrent les 15 cloîtres que l'on peut visiter lorsque l'on visite l'Escorial. 13 oratoires, 88 fontaines, plus de 1600 peintures, 73 sculptures. C'est vraiment un monument à ne pas manquer. 2 magnifiques jardins également. Vous avez ici sur votre écran donc quelques photos de l'intérieur de l'Escorial et notamment les tombeaux ici donc du panthéon familial, du panthéon royal, des photos aussi de la bibliothèque qui est absolument superbe, que l'on peut voir donc lors de notre visite de ce monastère de l'Escorial, et enfin les jardins qui s'étendent dans le cloître principal de ce monastère, le Patio de los Evangelistas, sur les parvis également sud et est. Ce sont des jardins qui, de par leur localisation, sont protégés et ont une très belle exposition et profitent des meilleures heures d'ensoleillement. Donc c'est vrai que ce sont des jardins qui sont absolument superbes, où une promenade est agréable à toutes saisons, je dirais. Notre découverte de ce monastère va ensuite s'achever. Nous allons retourner vers Madrid et le dernier jour de notre escapade sera consacré à un autre musée incontournable à Madrid, c'est le visite du Centre madrilène de l'art contemporain, le musée Reina Sofia, l'un des plus importants musées de la ville avec le Prado. C'est un musée qui a été fondé en 1992 et qui offre aux visiteurs une vue magistrale en fait des œuvres de Picasso. Vous y verrez bien sûr Guernica, vous y verrez pas que des œuvres de Picasso, des œuvres également de Dali et de nombreux autres artistes espagnols du XXe siècle. Et ce sera déjà la fin de notre escapade et l'heure ensuite de rentrer vers Paris. Nous allons continuer nos échappées culturelles et un nouveau programme cette année que nous avons mis en place, intitulé donc Flânerie suisse en train panoramique. Ce programme donc sera proposé en juin 2023. Très prochainement, les dates précises vous seront communiquées. Alors, ce programme en train est en fait un circuit au cours duquel le train va nous servir de moyen de transport. Donc, c'est un circuit en autocar avec chaque jour la découverte d'une nouvelle destination, chaque jour une nuit dans un nouvel hôtel, et au cours de notre itinéraire, nous emprunterons 5 trains panoramiques différents pour sillonner ces magnifiques paysages de Suisse. La Suisse est réputée pour ses décors naturels grandioses, ses paysages préservés. Elle est aussi réputée pour ses magnifiques trains panoramiques qui permettent d'approcher et d'apprécier de manière assez inédite tous ces magnifiques paysages de montagne, paysages de lacs, et suivant des itinéraires vraiment exceptionnels. Certains sont aussi classés au patrimoine du mondial de l'UNESCO.
Notre voyage donc débutera de Paris en train. Nous embarquerons à bord du TGV Lyria pour rejoindre la ville de Lausanne, où là notre autocar et notre guide nous attendra et nous commencerons notre périple, à savoir par la visite du château de Chillon. C'est un château médiéval sur les rives du lac Léman, un château qui est construit vraiment sur un emplacement de choix, sur un petit îlot rocheux au bord du lac Léman. C'est l'ancienne résidence des comtes de Savoie, mais aussi actuellement le monument le plus visité de Suisse. Donc nous visiterons ce château. Nous poursuivrons ensuite dans la région en autocar après une nuit à l'hôtel. La deuxième journée sera consacrée à la découverte des paysages du lac Léman, des Préalpes et également de Montreux. Nous embarquerons à bord donc du fameux train, le Golden Pass panoramique, que vous pouvez apercevoir ici à droite, pour un voyage à travers les vignobles du lac Léman, également les Préalpes, pour un voyage d'à peu près 1h30. C'est une ligne qui constitue, cette ligne du Golden Pass panoramique, un véritable trait d'union en fait entre la Suisse romande tournée vers la France et les paysages de l'Oberland avec des traditions tout à fait différentes que vous pourrez découvrir. Donc à bord de ce train et de ce wagon panoramique, vous pourrez découvrir ces paysages. Nous passerons donc entre autres par le col de Pilon vers Aigle, ensuite vers le Haut-Valais pour rejoindre le chef-lieu du Haut-Valais, qui est le village de Labrigue, avec toutes ces constructions de pierre caractéristiques de ces villages de montagne, comme vous pouvez l'apercevoir ici à droite. Nous séjournerons 2 nuits à l'hôtel à Labrigue. Nous poursuivrons donc notre découverte, donc le troisième jour, eh bien pour découvrir une célèbre station au pied du mont Cervin, qui est sans doute l'une des montagnes les plus célèbres en Suisse, mais aussi au monde. Nous allons prendre un train navette pour aller vers Zermatt. Nous allons donc emprunter aussi un train à Crémaillère pour rejoindre une plateforme panoramique à 3130 mètres d'altitude pour pouvoir découvrir ces superbes paysages. Nous partirons ensuite vers Saint-Moritz pour embarquer à bord d'un autre train panoramique, le légendaire train du Glacier Express. C'est ce train rouge que vous apercevez à gauche dans ces paysages de montagne. Un train qui nous permet de voyager à travers les Alpes en franchissant de nombreux ponts et tunnels, mais aussi en traversant une partie des gorges du Rhin, donc de superbes paysages en perspective. Ce train que les Suisses appellent aussi souvent le train à grande lenteur, il passe bien évidemment par des endroits où on ne pourrait pas passer en voiture et en autocar, donc vraiment des paysages absolument superbes. C'est sans nul doute le train panoramique le plus célèbre de Suisse et on déjeunera à bord de ce train, donc on passera une bonne partie de la journée dans ce train avant de gagner Saint-Moritz et nous redescendrons donc ensuite vers Bivio où nous séjournerons donc pour une nuit à l'hôtel. Nous poursuivons notre découverte. Voici encore quelques photos des paysages traversés à bord de ce train, le Glacier Express, donc pour ce voyage à travers les Alpes. Et nous allons continuer notre voyage à bord d'encore un autre train, donc le 5e de notre voyage, ça va être le Bernina Express, un autre train panoramique qui, au cours d'une matinée, va nous permettre de découvrir une autre partie de la Suisse, partie aussi montagneuse, puisque nous allons descendre le Val de Poschiavo avec ce train et descendre vers la vallée italienne, la vallée de Valteline, côté italien. Donc là aussi, à bord de ces wagons panoramiques, au cours d'un trajet d'à peu près 1h30, nous allons traverser des cols alpins, passer des viaducs, des tunnels pour cette incursion italienne jusqu'à Tirano. Nous allons ensuite pouvoir découvrir la ville de Coire, où là, bien, en autocar, nous ferons une visite guidée de cette cité épiscopale de Coire, capitale de la région des Grisons. Une ville avec une histoire fort intéressante, à peu près 5000 ans d'histoire. Nous découvrirons donc ce village, nous séjournerons à l'hôtel dans la région. Et la dernière journée donc, de notre voyage sera consacrée à la visite de Parpan, la visite d'une brasserie également, et nous rentrerons
en train, donc en TGV, depuis Bâle vers Paris, donc au terme de ce voyage avec des paysages plein les yeux. Nous poursuivons nos programmes et nous allons passer déjà à l'automne et rester, je dirais, dans les trains. Alors cette fois-ci, c'est un programme que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, puisque ça fait plusieurs années que l'on propose ce train, ce voyage, et c'est ce que l'on appelle une croisière sur rail. De Saint-Jacques-de-Compostelle à Bilbao à bord du Costa Verde Express. Ce voyage sera proposé du 8 au 14 septembre 2023. C'est ce train que peut-être certains d'entre vous ont connu il y a quelques années. Il s'appelait le Transcantabrico Classico. C'est le même train, il a juste été rebaptisé Costa Verde Express. C'est la même ligne. Ce train a été racheté par la Renfe, la société ferroviaire espagnole. Donc là, c'est une croisière ferroviaire authentique que l'on vous propose vers le nord de l'Espagne à bord de ce train qui serpente au milieu de vallées vertes, de vallées traversant également les montagnes, effleurant les vagues de la mer Cantabrique. Il a un itinéraire dans une région que l'on connaît finalement assez peu. C'est un train qui va circuler sur une voie étroite, il va s'engouffrer vraiment dans de très beaux coins naturels au cœur du Pays basque espagnol, de la Cantabrie, des Asturies et de la Galice. C'est un voyage de 6 jours à bord du train qui va vous plonger réellement dans l'âge d'or des grands voyages ferroviaires, tout en bénéficiant des conforts du train, puisque c'est l'équivalent d'un hôtel 3 étoiles, avec à bord toutes les commodités. Donc ici, je dirais, oubliez un petit peu la montre et surtout regardez les paysages défiler sous vos yeux à bord de ce train. Bien entendu, chaque jour, ce train fait des haltes, il s'arrête et au cours de ces arrêts, nous faisons des excursions à la découverte de la région et le train nous récupère un petit peu plus loin. Ce qui est très intéressant pour cet itinéraire, c'est que le train, chaque soir, est à quai dans une nouvelle gare. Donc, ce qui vous permet, entre autres, de vous reposer le soir confortablement, puisqu'il n'y a pas les nuisances sonores du train qui avance. Ce qui vous permet aussi, pourquoi pas, le soir, de dîner, si vous le souhaitez, à l'extérieur ou après votre dîner à bord du train, de pouvoir sortir à votre convenance. En règle générale, donc sur ce programme, toutes les excursions, bien sûr, sont incluses. Les déjeuners sont en cours d'excursion dans des restaurants véritablement de choix avec des menus réellement gastronomiques pour vous faire découvrir aussi le côté culinaire de ces différentes régions et ces spécialités locales. C'est vrai que les passagers reviennent toujours ravis de ce voyage et soulignent le côté gastronomique de ce voyage. Et le soir, les dîners sont pris à bord des wagons-restaurants du train. Alors, sans plus tarder, quelques photos de l'intérieur de ce train. Donc, voici ici les compartiments. Donc, c'est un train qui est constitué donc de 23 voitures. Donc, à l'intérieur se trouvent des compartiments doubles comme celui-ci, avec des lits doubles, dotés de tout le confort, avec la salle de bain, comme vous pouvez l'apercevoir ici, hein, la douche, sanitaire privé, etc. Donc, nous partons de Paris en avion. Nous arrivons donc à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le premier soir, c'est une nuit à l'hôtel et nous embarquons réellement le deuxième jour de notre voyage à bord du train. La première matinée est consacrée à la visite de la magnifique ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, que l'on connaît mais qu'on a toujours plaisir à revisiter, hein, cette ville de pèlerinage avec la place del Obradorio, la superbe cathédrale également de Saint-Jacques de Compostelle. Donc nous suivons cette visite guidée de Saint-Jacques de Compostelle. Voici ici hein, de nouveau quelques photos de l'intérieur du train. Je vais vous parler des wagons restaurants. Il y a des wagons salons également. Voilà, nous débutons à partir de cette superbe ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, sa splendide cathédrale qui unifie au niveau de son style hein, la culture gothique, romane, baroque, ce mélange de styles. Nous déjeunons donc au cœur de Saint-Jacques-de-Compostelle et l'après-midi, nous rejoignons El Ferriol en autocar pour embarquer donc à bord du Costa Verde Express et débuter notre voyage ferroviaire. Notre première halte le soir même sera la gare de Vivero où nous restons donc une nuit en gare de Vivero
Et le lendemain matin, l'autocar donc nous attend pour partir à la découverte de la cité historique de Ribadeo. Une ville très intéressante, et pour rejoindre donc Ribadeo, on traverse de superbes paysages. Ribadeo situé à l'embouchure donc d'un fleuve. Nous visitons donc la ville de Ribadeo, son architecture, mais aussi ses sites naturels tels que la plage des cathédrales, comme vous pouvez l'apercevoir ici même, cette roche qui a été érodée, sculptée par le vent et par la pluie au fil des années et qui présente cette arche monumentale maintenant. Nous poursuivons notre voyage et nous allons arriver ensuite à Luarca, au cœur donc de cette cité blanche de la Costa Verde, de l'Espagne verte. Nous visiterons la ville de Luarca, puis ensuite nous poursuivrons vers Candas où nous restons à quai pour une nuit. Le lendemain matin, nous allons rejoindre Avilés en autocar pour la visite de la vieille ville d'Avilés, l'une des plus belles villes des Asturies, visiter ses vestiges archéologiques, ses vestiges romains également. Nous continuerons vers Gijón, ville importante des Asturies, et nous irons également vers Oviedo, capitale de la principauté des Asturies, connue également pour ses monuments de style pré-roman. Au cours également de ce voyage, donc nous visitons un bon nombre de villes, des sites naturels, nous avons vu la plage des cathédrales, mais nous ferons aussi une incursion à peu près au milieu de notre voyage vers la montagne, vers le parc national des Picos de Europa. Nous visiterons au cours d'une excursion de journée en autocar ce site naturel assez particulier qui abrite entre autres le sanctuaire de Covadonga, qui abrite donc la Vierge de Covadonga, et nous verrons également ces superbes lacs de montagne, comme vous pouvez l'apercevoir ici. Ici, vous apercevez donc le sanctuaire de Covadonga. Nous dirigerons ensuite vers le village de Llanes, un charmant petit port de pêche également à l'est des Asturies, pour redescendre ensuite vers Cabezón de la Sal, où nous attend donc notre train. Nous poursuivons notre voyage ferroviaire et nous allons aller après vers Santillana del Mar. Ici, nous allons visiter le village médiéval de Santillana del Mar et nous allons bien sûr rejoindre le site absolument formidable qui présente la réplique des grottes d'Altamira. Ces grottes, connues pour ses décors gravés de sculptures rupestres datant de la période paléolithique supérieure, un lieu absolument incontournable pour les passionnés de préhistoire. Ici, cette reconstitution présente vraiment très bien ces grottes d'Altamira, dont vous apercevez donc ces gravures rupestres au cours de la visite, au cours de cette excursion. Nous séjournerons donc le soir à bord du train Ake en gare de Santander et notre voyage ensuite se terminera donc après 6 jours passés sur les rails à Bilbao. Bilbao, magnifique ville également, ville qui a su allier, je dirais, le style ancien et le style moderne de par son architecture. Donc la dernière matinée sera consacrée à la capitale biscayenne, cette ville de Bilbao, ville moderne où là, la ria cherche la mer. Nous visiterons cette superbe ville, bien sûr l'incontournable musée Guggenheim qui de par son architecture déjà est tout à fait intéressant et il présente aussi des expositions, des collections assez formidables. Donc au terme de ce voyage, je dirais, c'est vraiment la cerise sur le gâteau avec cette découverte de la magnifique ville de Bilbao. Nous verrons également au niveau de l'architecture les principaux monuments de la ville, tels que cet incroyable pont qui se situe à proximité du musée Guggenheim, le pont de Portugalete qui enjambe le Rio de part et d'autre. Et nous rentrerons ensuite donc en avion depuis Bilbao vers Paris, donc à l'issue de cette escapade ferroviaire. Toujours à l'automne, mais cette fois-ci nous allons quitter les rails et retourner sur la mer avec cette croisière très originale à bord d'un voilier, donc originale de par le voilier bien sûr, puisqu'elle se déroule à bord du Star Clipper du 9 au 16 septembre, donc une croisière de 8 jours, à bord d'un magnifique 4 mâts, petit bateau puisqu'il fait 115 mètres de long et 15 mètres de large,
Il est doté de 83 cabines. Ici, donc, Plein Cap a quelques cabines sur le bateau. Donc, vous êtes un groupe accompagné donc, par votre conférencier Cédric Cabane. Et donc, il vous proposera des conférences à bord. Et au cours de ce magnifique périple, ce sera la découverte de la mer Tyrrhénienne dans les sillages donc d'Ulysse, des grandes figures illustres, avec des escales dans des petits ports de charme, petits ports italiens, qui ont gardé encore tous leurs attraits. Ici, bien, c'est pour vous présenter ce bateau qui est le Star Clipper, ce petit bateau, donc ce magnifique voilier. Vous avez ici quelques exemples de cabines extérieures donc avec hublot, des cabines qui font à peu près 12 mètres carrés sur ce bateau. Ici, c'est une ambiance très feutrée que l'on va trouver à bord avec au niveau de la décoration beaucoup de bois, de cuivre, une décoration intérieure qui est conforme à ce type de bateau et qui conserve toute l'ambiance des grands voiliers tout en offrant bien sûr le modernisme, le confort et les technologies modernes. C'est un bateau qui va naviguer le plus possible au gré du vent pour vous offrir vraiment une expérience inédite tout en profitant d'une gastronomie très raffinée également à bord de ce bateau. Place à l'itinéraire que nous vous proposons. Donc, c'est un départ depuis Rome, du port de Civitavecchia. Donc, on rejoint depuis Paris, donc en avion, le port de Rome. Nous partons donc de Civitavecchia. Nous allons naviguer une journée, puis rejoindre les îles éoliennes, faire escale au cœur des îles éoliennes à Lipari pour une journée entière d'escale à Lipari, puis poursuivre ensuite en direction de la Sicile avec une escale à Messine. Puis ensuite, une très belle escale à Amalfi, au cœur de cette côte amalfitaine qui est absolument superbe. Puis découvrir la superbe ville aussi de Sorrente, où nous allons rester une journée entière sur cette ville de Sorrente, donc ce qui nous laisse le temps et la disponibilité pour pouvoir sillonner dans toute la région. Pourquoi pas rejoindre la magnifique île de Capri et ses superbes rochers, ses Faraglioni. Et notre itinéraire va se terminer ensuite au cœur des îles Pontines avec une escale sur l'île de Ponza. Donc ce sont des escales assez insolites, hein, Sorrente, Amalfi, Ponza également, les îles Pontines, au cœur de cette mer tyrrhénienne et à bord d'un bateau assez exceptionnel à bord de ce voilier. Voici ici quelques photos incontournables de cette splendide côte amalfitaine qu'on a toujours plaisir à voir et à revoir. Quelques vues de Capri au cœur donc de cette baie de Naples, la baie de Lipari, ces paysages superbes de l'archipel éolien, et enfin ici donc les îles Pontines. Donc cet itinéraire donc, aura lieu au mois de septembre, du 9 au 16 septembre 2023. Nous allons ensuite vous présenter pour 2024, donc c'est un voyage qui initialement était prévu pour l'hiver 2023, pour février, mais qui est reporté pour l'hiver 2024. La date vous sera communiquée ultérieurement. La destination Arabie Saoudite. C'est un voyage de 9 jours au cœur de l'Arabie Saoudite. Une rapide présentation de ce territoire. Ici sur la carte, vous apercevez entouré les villes et sites qui vont nous intéresser pour cette échappée culturelle. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite occupe environ 80% du territoire de la péninsule arabique. Ce pays est bordé à l'ouest, comme vous le voyez, par la mer Rouge, à l'est par le golfe Persique. L'Arabie Saoudite est un pays montagneux constitué de hauts plateaux, de pics pouvant dépasser les 2500 mètres d'altitude, et c'est un pays à l'intérieur duquel on va avoir une grande partie désertique. Un pays qui, vous le savez, pendant très longtemps a été fermé au tourisme. Aujourd'hui, la destination affiche une réelle volonté d'accueillir des visiteurs curieux en quête d'aventure et de partir aussi à la rencontre de sa culture millénaire. Cette péninsule désertique est émaillée de quelques cités ultramodernes. Nous allons en parler dans quelques minutes et je vous présenterai quelques photos. En tout cas, cette péninsule va révéler un patrimoine historique assez fascinant, un patrimoine insoupçonné, un héritage qui se dévoile au fil des sites archéologiques visités, également des sites rupestres, puisqu'on va découvrir de superbes gravures rupestres, qui témoignent de l'activité intense sur la route des caravaniers dans cette région.
puisque l'Arabie saoudite est au carrefour des routes caravanières. L'Arabie saoudite fut en effet le point de rencontre de nombreuses civilisations, le royaume des Libyens, des Nabatéens, des Romains, des Grecs également. Toutes ces civilisations ont marqué le pays de leurs empreintes. Et c'est ce que nous allons découvrir au fil de ce circuit. Ce périple sera aussi l'occasion de célébrer la beauté, la force de la nature entre déserts arides, oasis luxuriantes et aussi montagnes majestueuses, vous le verrez. Donc nous partons de Paris en avion sur un vol Paris-Riyad et nous arrivons donc à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, berceau également de l'islam, terre d'accueil depuis de nombreux siècles. Chaque année, donc, des centaines de milliers de musulmans se rendent donc en Arabie saoudite pour le pèlerinage à la Mecque. C'est là-bas, ainsi qu'à Médine, que vont se trouver les deux plus grandes les mosquées les plus sacrées au monde. Donc depuis 2019, la destination s'est ouverte au tourisme. Pour de nombreuses nationalités, il est possible de prévoir un voyage en Arabie saoudite à condition de respecter bien sûr les mœurs et la culture locale. Il n'y a rien de bien extraordinaire dans les conditions. Il suffit juste de ne pas consommer d'alcool pendant le séjour. Il n'y a plus aucune obligation de se voiler. Donc, je veux dire, c'est comme n'importe quel autre pays du monde musulman. Le périple va débuter donc ici à Riyad, la capitale. Ici à Riyad, eh bien, comme le prouvent ces photos, c'est un mélange, un mariage entre l'ancien et le moderne au niveau de l'architecture qui va créer une union assez séduisante qui permet à la fois de remonter aux origines du pays et aussi de visualiser le pays et son avenir. L'avenir, l'histoire de la ville va se lire un petit peu partout à Riyad, en particulier dans la vieille ville, dans ses souks, dans son musée, ses musées, son architecture. Ici, vous apercevez au niveau de la vieille ville, au cœur de la vieille ville, le fort Masmak en bas à gauche de votre écran. C'est une grande citadelle d'argile et de briques en terre cuite qui est superbement préservée. À proximité de ce fort va se trouver un lieu incontournable et qui est le musée national de l'Arabie saoudite que nous visiterons. Il expose plus de 3700 objets anciens et qui témoignent de la grande histoire de l'Arabie saoudite au cours des millénaires. Donc nous visitons bien sûr l'Arabie saoudite à l'hiver, à la période, je dirais, idéale, puisque les températures moyennes sont aux alentours de 20-25 degrés, alors que l'été, elles peuvent atteindre 45 degrés. Nous allons découvrir les villes, comme je vous le disais, mais aussi les parties désertiques. Voici encore quelques photos, et en particulier ici le souk de la ville de Riyad, la capitale. Nous allons ensuite rejoindre le désert sans plus tarder, d'ailleurs à bord d'un train, puisque depuis la gare de Riyad, nous allons rejoindre Al-Lil. Il y a une liaison ferroviaire qui a été très récemment construite, l'équivalent un petit peu de notre TGV, et ça nous permet d'atteindre en un peu moins de 5 heures, la ville d'Al-Lil, une ville qui va se trouver au pied d'une imposante chaîne montagneuse, la chaîne montagneuse de Shamar. Et là, nous allons pouvoir découvrir cette destination. Ici, nous allons découvrir une ville qui a été un petit peu le berceau des premiers explorateurs qui ont découvert cette région. Nous visiterons également le fort, découvrir également le marché traditionnel. Nous allons ensuite nous diriger vers les oasis d'Aloula, entre autres. Vous avez ici quelques photos de ces superbes sites. Nous allons parcourir une partie de ce désert assez immense, encore plongé dans le passé, et nous allons aller à la rencontre des tombeaux nabatéens dans l'oasis d'Aloula, l'oasis d'Egra également. Nous allons sillonner entre des falaises ocre, comme vous pouvez l'apercevoir ici. Tout autour d'Aloula, nous allons trouver ces formations rocheuses, des canyons naturels qui ont dessiné un paysage absolument extraordinaire. Le site nabatéen de Egra compte parmi les vestiges les plus importants que l'on va trouver dans la région. Il est classé aussi par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous apercevez ici donc quelques photos. Et pour ceux qui connaissent, eh bien, vous allez reconnaître ici un petit peu le style nabatéen que vous avez sans doute découvert dans la superbe cité de Petra en Jordanie, puisqu'en effet, c'est la même civilisation,
Sur cette route caravanière, les Nabatéens sont allés de l'Arabie saoudite vers la Jordanie ensuite. Donc les tombeaux que l'on va trouver en Arabie saoudite au niveau de l'architecture s'apparentent vraiment aux tombeaux nabatéens que l'on peut trouver bien sûr sur le site de Petra. Donc nous allons découvrir ces superbes tombeaux. Ensuite, nous allons continuer notre découverte de l'Arabie saoudite en nous rendant vers le sud, vers une autre ville importante, différente de Riyad, la capitale. Nous allons aller vers Jeddah, ville du bord de mer qui semble être posée entre le désert et la mer Rouge. Ici, donc à Jeddah, nous allons découvrir des monuments tout à fait différents. Donc ici, les siècles et le tourisme religieux ont fait se développer l'ancien petit village de pêcheurs qui était donc Jeddah. Maintenant, la ville est la deuxième ville du pays. C'est une cité portuaire majeure en Arabie saoudite. Et parmi les monuments les plus importants que l'on va voir à Jeddah, il y a bien sûr la vieille ville, dont vous avez ici quelques constructions traditionnelles avec ces balcons de bois, ces balcons sculptés qui sont absolument superbes. Et vous avez également le moderne, comme ici, l'un des emblèmes de la ville de Jeddah au jour d'aujourd'hui, c'est cette mosquée flottante qui a été construite en 1985 sur l'eau. En fait, c'est réellement une mosquée qui a été construite sur l'eau avec des bases plantées sous la surface de la mer. C'est la mosquée de la Miséricorde. Donc, elle a une façade toute blanche avec un dôme de couleur turquoise qui, mis en scène avec les différents rayons de soleil, donne des lumières vraiment superbes. Donc là encore, eh bien, vous pouvez apercevoir le contraste entre le moderne et l'ancien au niveau de l'architecture, tout comme l'on en parlait tout à l'heure lorsque on visitait la ville de Riyad. Les deux périodes s'opposent ici dans un style qui est tout à fait harmonieux. De ville en site, je dirais, ce périple, ce circuit, un peu plus d'une semaine en Arabie saoudite, vous donnera en tout cas un bel aperçu des richesses du pays et d'aller également à la rencontre du peuple des Saoudiens. Donc ce voyage vous sera proposé au cours de l'hiver 2024. Voilà, mesdames, messieurs, les échappées culturelles de plein cap pour cette année 2023, également début 2024. Comme vous avez pu le constater, donc ces échappées culturelles sont toujours au départ de Paris, mais bien entendu, nous sommes à votre entière disposition pour toute étude au départ de vos régions, bien sûr, lorsque les vols existent, pour que vous ayez des vols directs. Tous ces programmes détaillés sont disponibles sur notre site internet. N'hésitez pas également à nous contacter par téléphone ou par courriel pour nous demander de vous envoyer sur papier le programme détaillé. Nous restons à votre entière disposition. En attendant, il me reste à vous remercier pour votre attention une nouvelle fois, votre fidélité à plein cap et à nos rendez-vous visioconférences. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et également donc fête de Noël et on se retrouve l'année prochaine. Nous vous informerons très prochainement de notre rendez-vous visioconférence de janvier. À très bientôt et merci encore.